Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, être en forme pour bien grandir et particulièrement grandir en tant qu'entrepreneur. Je pense que tous ces entrepreneurs qui, partout sur les différents marchés, proposent des services, des produits qui leur tiennent à cœur, ont besoin d'avoir une santé à toute épreuve. Parce que ces derniers mois, ces dernières années ont été très stressantes, très troublantes. Il faut pouvoir garder le cap. Et donc ce podcast a pour mission de remettre ou de mettre la santé au cœur même du business plan. Et donc j'interviewe des entrepreneurs qui ont leur santé au cœur même de leur business plan, soit par leur profession, mais détrompez-vous, ce n'est pas parce qu'on est dans la profession qu'on n'a pas nos points faibles également, soit des gens qui sont dans d'autres marchés et qui ont automatiquement ou par des événements de la vie placé cette santé au cœur même de leur priorité. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Pierre Defraise, qui est l'initiateur de Verisme TV, une chaîne YouTube avec plus de 60 000 abonnés. Et pourtant, il présente des sujets très techniques. Il est un passionné de la physiologie, il est un excellent orateur, un excellent enseignant. Et d'ailleurs, il ouvre l'année prochaine son école de naturopathie. Vous allez découvrir que au départ, il n'était pas du tout dans le domaine de la santé. Il a fait l'expérience à l'international, il est revenu, il s'est formé et aujourd'hui, il est considéré comme un des meilleurs entraîneurs de France en termes de performance. Pourquoi? Parce qu'il associe la naturopathie avec les principes de l'hormèse. Vous ne savez pas ce qu'est l'hormèse? Eh bien, cette capsule, cette interview va vous passionner. Vous allez, au-delà de découvrir qui est Pierre Defraise, vous allez également apprendre des choses et retourner après cet épisode avec de vrais outils. Je vous souhaite une très belle écoute et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au podcast et à poser vos questions si besoin. Prenez soin de vous. Et du coup, si je peux me permettre, à travers toutes ces expériences et ces influences, Pierre, pourrais-tu partager avec la communauté les routines, les programmes, les habitudes que tu as pu tirer et qui te conviennent? On est bien d'accord qu'il faut pouvoir trouver son propre équilibre par rapport à son histoire, par rapport à d'autres paramètres. Mais toi, si je reprends le modèle des 4 docteurs de Paul Chek que tu connais, docteur mouvement, docteur repos, docteur menu, docteur bonheur, quelles seraient les routines que tu intègres au quotidien aujourd'hui? Oh là là. Et il va nous falloir 2 bonnes heures, hein. Non, je rigole. Alors, en fait, les routines découlent d'elles-mêmes. Les routines, c'est de mon hygiène vitale et surtout, je ne me les impose pas. Elles sont vraiment oui, dans mon hygiène de vie. Donc, ça devient de la cohérence et c'est pas du tout une checklist que je me dis il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, non, non. C'est vraiment, pour moi, c'est une évidence. C'est devenu mon rythme de vie. Donc, surtout, respecter les cycles circadiens. Oui. Donc, vraiment, on a une horloge biologique qui est indexée sur la lumière du soleil et la nature. C'est-à-dire que si le matin, vous ne voyez pas le soleil, on a certains neurones qui s'appellent les neurones à mélanopsine qui sont dans le bas de la rétine, qui captent la lumière du soleil et qui informent le noyau suprachiasmatique, qui est de l'hypothalamus, donc à l'intérieur de votre cerveau, et qui dit « il fait jour ou il fait nuit ». En fait, ça capte la luminosité, non seulement le spectre lumineux, donc vous savez, lumière bleue, lumière jaune, mais aussi l'intensité de la lumière. Et ça, le matin et le soir, et la journée, ce sont des spectres lumineux et des intensités très différentes. Et le fait de se réveiller tôt le matin, de voir la lumière du soleil avec un certain spectre lumineux et une intensité lumineuse et en étant dehors, ça informe tout le reste du corps que c'est le matin. Donc il faut envoyer le cortisol. Hein, les glandes surrénales produisent le cortisol. L'adénosine commence à s'accumuler dans le corps. Tous les rythmes biologiques se mettent en branle. La thyroïde, tout le monde en fait commence à se réchauffer en fait parce que l'information du corps, il n'y a qu'une seule rétine au niveau de nos yeux pour capter les photons. Tout le reste du corps, il n'a pas de rétine. Donc lui, par contre, il communique avec la température. Donc c'est la température qui dit, voilà, c'est telle heure. Donc la température du corps augmente, etc. Et en fait, tout est calqué là-dessus. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas ces cycles d'exposition au jour,
et à la nuit, évidemment, après. Tout va être chamboulé. Ce que vous allez essayer de faire après, de réparer, de bricoler par alimentation, en buvant une boisson antioxydante. En fait, c'est du bricolage, quoi, sur une maison qui est déjà un petit peu branlante. Bon, Il ouais. faut repartir de la fondation. Et la fondation, c'est cycle circadien. Une fois que ça c'est en place, ouais, après, docteur menu, comme tu disais, docteur mouvement, oui, ben oui, il va y avoir du mouvement dans la journée. Alors, pour vous décrire une journée type, ce sera plus simple que de parler de routine. Donc, il y a ce réveil vraiment où je sors dehors, je vais voir la lumière du jour. Je me réveille tôt le matin. Oui. Ce qui veut dire, Pierre, c'est que ton cycle circadien, tu arrives même en tant qu'entrepreneur à l'adapter par rapport à la saison, entre l'hiver et l'été. Tu as réussi à trouver ce rythme professionnel et santé? Oui, parce que finalement, c'est relativement simple pour moi. C'est Quand ça. je suis en tant qu'entrepreneur, donc j'ai de compte à rendre à personne pour mes horaires. Donc, moi, à partir du moment où, de toute façon, un organisme est réveillé pendant 16 heures à peu près, il va avoir envie d'aller dormir. Donc, moi, je me couche avec la lumière du soleil. Généralement, tu vois, là, il va faire nuit à 19 heures. À 20 heures, je suis dans le lit. Ouais. 20 heures, je suis dans le lit, je vais bouquiner. Allez, 20h30, maximum 21h, je sais que je dors. Et le lendemain, je me réveille entre 5 et 6 heures. L'hiver comme l'été, bah, si le soleil se couche plus tard, bah, je vais accompagner le soleil un peu plus tard. Ça va un peu varier d'une à 2 heures, on va dire, mais pas beaucoup finalement. Okay. Et en fait, le matin, je me réveille jamais sans réveil. Jamais, jamais. Je me réveille toujours tout seul. Je dors bien mes 8 heures, hein, voire 9 heures. Ouais. Et donc, le matin, je me réveille. Donc, je vais voir la lumière du soleil. Il va y avoir un moment de lecture. Alors, généralement, en squat. Normalement, je ne suis pas trop assis, mais pour les podcasts, je me mets assis. Mais normalement, je suis en squat sur ma chaise. Hop. Ouais. Là-bas, dans mon salon, et je bouquine. Et là, c'est vraiment un moment pour moi où je me suis fait une boisson chaude, une tisane ou quoi que ce soit. Ou un déca. C'est vrai que la caféine, j'ai un peu arrêté depuis mon époque du Japon où j'en consommais beaucoup. Et surtout, ça va déréguler justement ces cycles circadiens. Et là, les lectures, dans ce moment où notre cerveau est très alerte, en tout cas si on a passé une bonne nuit, c'est une éponge. Et on peut lui donner vraiment, pour la plasticité neuronale, une information dont le DPO est peu connu. Le DPO, ça veut dire Duration, Path, Outcome. Donc, durée, chemin et résultat. Voilà, si je tente une nouvelle action là, que je tente pour la première fois, le cerveau n'a pas de DPO, donc il ne sait pas combien de temps ça va durer. Comment il va falloir faire l'action. Si j'ai jamais joué au tennis et que j'essaye de faire un service au tennis, il ne sait pas du tout. Et le résultat, non plus inconnu. Ben, ça, c'est possible quand on a un cerveau qui est hyper prêt, hein, Ouais. qui est prêt à recevoir une nouvelle information. Et ça, le matin, si on a passé une bonne nuit, c'est-à-dire que si on se réveille frais comme un gardon, on saute du lit, tout va bien, comme je me réveille tous les matins, là, je m'envoie une lecture, généralement sur les neurosciences, généralement en lien avec la physiologie parce que c'est ma passion, ou bien le sport, voilà, ce genre de lecture-là. Ça va durer entre 3/4 d'heure et 1 heure, peut-être plus si je suis dans une optique de préparer une vidéo, de préparer un travail, etc. Mais sinon, ça ne va pas durer énormément de temps. Il va y avoir après le travail. Donc le travail, là, ça va être tout simplement les emails, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Ça va être bouclé aussi en, je vais dire, 2 heures, où je vais préparer voilà, peut-être les vidéos, peut-être répondre aux sportifs que j'accompagne, etc. Ce qui fait que là, il s'est passé 3 heures depuis mon réveil. Et c'est généralement 3 heures après son réveil qu'on a un pic de stimulation de tonus musculaire. Et c'est là généralement qu'on trépigne pour bouger. Et le corps a dit il faut bouger. Et là, je le sens très bien que vers entre 8h30 et 9h, il faut bouger. Je ne peux plus tenir sur la chaise. Donc, direction soit le jardin, soit la salle de sport, VTT, etc., ou en courant, et je fais mon entraînement du jour. Donc moi, je m'entraîne beaucoup en style calisthénique, c'est-à-dire traction, dips, aux anneaux, type de gymnaste, lesté ou pas. Voilà, ce type de mouvement qu'on dit fonctionnel, très inspiré d'Ido Portal, encore une fois. Parfois un petit peu axé plus musculation, j'aime bien de temps en temps.
Et ça va m'amener à retour à la maison vers 11 heures. Vers 11 heures, je me pose. Ça, c'est justement le moment où le cerveau il est en mode zénitude après l'effort. Bon repas, premier repas de la journée, donc vrai repas de la journée. Après, il y a peut-être une sieste ou une séance de méditation. Ça dépend vraiment des niveaux d'énergie. Et puis, il va y avoir un renouveau de l'énergie, un repic vers 15 heures, on va dire. Et vers 15 heures, je peux me remettre au travail pour aller 1 heure, 2 heures. Ça dépend. Tournage de vidéo, ça dépend. Interview, peu importe. Ou, généralement, après ça, une grande balade. Une grande balade, je pars marcher. La marche, durant la marche, je fais des exercices de respiration généralement, mais j'adore la marche, surtout que dans le sud de la France, on a quand même une nature qui est magnifique et j'en profite beaucoup. Donc voilà, retour à la maison, ça doit être 18h, 18h, dîner et dodo. Voilà. Donc tu vois, finalement, mon travail, je dois travailler, je pense, allez, grosso modo 3 heures qui sont vraiment dédiées à mon travail, qu'on pourrait dire vraiment ce qui me fait gagner ma vie, mais finalement, travailler sur mon corps, puisque je parle de santé, c'est aussi de manière indirecte travailler finalement, entretenir quelque chose, et puis surtout walk the talk, comme disent les Américains. Donc c'est très important que je m'applique aussi à pratiquer ce que j'enseigne. Et bon, je suis loin des 4 heures par semaine de Tim Ferriss, mais voilà, finalement, je ne travaille pas beaucoup par jour, Non. comparativement à d'autres personnes, je pense. Mais tu as pu trouver justement cet équilibre entre les deux. Et du coup, si aujourd'hui tu devais rencontrer des entrepreneurs qui, voilà, ces 18 derniers mois, ces 2 dernières années ont eu difficile, n'ont pas spécialement mis leur santé au cœur même de leur business plan, et toi, tu es passé par là parce que le début de ta carrière, entre guillemets, elle n'était pas axée sur la santé. Et donc, ben, voilà, tu n'es pas né avec, comme certains éventuellement mentors que l'on connaît déjà avec le physique athlétique, la famille athlétique et tout. Tu es passé un peu par différentes étapes. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un entrepreneur lambda qui perd la motivation, qui ne sait pas trop ce qu'il peut faire pour investir dans sa santé? Beaucoup de choses, hein. C'est sûr que, déjà, comme tu l'as dit, on a traversé une période qui était difficile pour, je pense, toute la société en termes général. Il faut bien comprendre que nous, on a une physiologie qui est antifragile. C'est Nassim Nicolas Taleb qui nous l'a appris avec ce terme antifragile, qui rejoint vraiment la loi de l'Hormèse, c'est-à-dire que les systèmes complexes ont tendance à se renforcer quand ils sont exposés de manière volatile, donc hasardeuse, à des événements. C'est-à-dire que voilà, les événements autour de nous, dans notre environnement, sont hasardeux dans la nature, et ce qui fait qu'on est en sans cesse adaptation, et ces confrontations en fait, à ces mini-chocs, à ces petits agents stressants au quotidien, font que notre système s'adapte et se renforce parce qu'il essaye de prévoir que la fois prochaine, bah, peut-être que ce sera encore pire. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement un petit peu difficile, là, par exemple, il a fait froid. Prochainement, votre thyroïde, elle va fabriquer plus d'hormones T3 et T4 pour élever le métabolisme et avoir un peu plus de chaleur. Vous allez faire un peu plus de mitochondries à l'intérieur de vos cellules graisseuses pour aussi faire plus de chaleur. Parce que autant, on ne sait jamais, mais plus tard, il y aura un événement encore plus froid. Si vous pensez à votre entreprise, alors, la crise qui nous est passée, qui est en train de passer d'ailleurs, elle nous a bien révélé la fragilité de nos systèmes. Les systèmes mis en place, économiques, sociaux, etc., ils sont très fragiles parce que à cette perturbation qu'a été cette crise, ils se sont effondrés. Alors que normalement, les perturbations, comme je vous l'ai dit, les systèmes se renforcent. Donc, il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est si vous avez un système qui est suroptimisé, c'est-à-dire qui cherche la linéarité et qui, en évinçant les agents stressants, ça, c'est la recette pour l'échec. C'est la recette pour vraiment le jour où il y a un pépin, un truc dans le rouage, etc., tout s'effondre. Le château de cartes tombe. Il ne faut pas suroptimiser. Il faut s'accorder vraiment des expositions hasardeuses, des prises de risques. Hein. C'est vraiment l'entrepreneur, il va parler comme ça, il va parler de prise de risque. Au niveau de la santé, comment ça se traduit? C'est de temps en temps faire des douches froides, faire des bains froids, faire du sauna, faire du sport très intense, stimuler en fait, chercher l'inconfort.
Et du côté entrepreneuriat, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la prise de risque, c'est tenter une nouvelle chose, c'est faire attention à justement ce qu'il n'y ait pas une suroptimisation, une linéarité dans toutes nos activités. Est-ce qu'on a des optionnalités? C'est-à-dire que, est-ce que je dépends d'un seul client? Est-ce que je dépends d'une seule activité? Et si lui, il fout le camp, bon, qu'est-ce qui me reste? Est-ce que je peux me rabattre sur autre chose? Voilà, la débrouille, le bricolage, c'est vraiment la voie de l'apprentissage. Et Taleb prend aussi cet exemple-là, la différence entre un banquier ou un trader qui est vraiment dans son microcosme avec un salaire lissé sur toute l'année, qui est le même sur toute l'année, etc. Pas de risque, pas de fluctuation dans son activité. Et un chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi, chaque jour c'est différent. Il ne sait pas s'il va avoir 10 clients, 0 clients, 20 clients. Il ne sait pas s'il va devoir changer de quartier, etc. Mais le chauffeur de taxi, certes, il vit dans l'incertitude, il vit dans la volatilité, les événements hasardeux, mais parce qu'il est dans cette difficulté-là, il a développé un sens de la débrouillardise absolument dingue. Il a développé déjà un bagou pour fidéliser les clients, pour que les clients le rappellent après, pour que ce soit lui qui le rappelle. Un sens vraiment de la géolocalisation, il connaît les quartiers de sa ville par cœur, etc. Il connaît les raccourcis, il connaît la mécanique. C'est un chauffeur de taxi, il a mis les mains dans le cambouis de temps en temps pour voir dans le moteur, etc. Ce qui veut dire que si jamais ça s'arrête, son activité, il pourra devenir mécano ou se reconvertir dans quelque chose d'autre. Il peut changer de quartier si du jour au lendemain, dans son quartier, il n'y a pas de touristes. Il a des options. Il a des options pour changer, si jamais il y a une tuile, il y a un truc qui arrive dans son activité. Le banquier, le trader, s'il se fait virer du jour au lendemain parce qu'il y a un krach boursier, tout ce qu'il sait faire, c'est être trader. Mais là, s'il y a un krach boursier, il n'y a plus personne qui veut des traders. Donc, il ne sait rien faire d'autre. Et par contre, c'est clair qu'il a été dans une situation confortable avant, etc. Donc, attention à la suroptimisation et savoir de temps en temps prendre des risques. Je pense que c'est un premier conseil qu'on peut donner à n'importe quel entrepreneur, même si c'est facile à dire, c'est en fait la base et c'est inscrit dans notre physiologie. C'est ça. Et toi, dans ton vécu d'entrepreneur, tu as probablement eu des doutes et des moments plus difficiles. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour au-delà, parce que tu te mets déjà beaucoup, je dirais, ta biologie, entre guillemets, en danger par ces petits tests réguliers. On va en parler dans un instant. Ce sera sur cette thématique qui t'est chère qu'on va terminer le podcast. Mais toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as l'impression que ça ne va plus? Ou est-ce que, grâce à l'anticipation, peut-être, hein, est-ce que ces dernières années, grâce à ta pratique personnelle, tu es arrivé à ne jamais être dans le rouge avec la motivation dans les chaussettes? Non, bien sûr. Le rouge arrive souvent. Le rouge arrive souvent, c'est normal. Hein, et justement, c'est parce que simplement, ça ne veut pas dire que ces périodes-là n'arriveront plus. C'est juste qu'on devient bon à les gérer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment la leçon de l'antifragilité et de l'hormèse. C'est n'essayez pas d'évincer les agents stressants, parce que les situations stressantes, les événements imprévus qui vont vous tomber sur le coin de la figure vont arriver. Et on ne sait pas quand ils arrivent. C'est le principe d'un événement hasardeux. Il faut juste se renforcer, devenir bon à savoir les gérer. Donc quand ça arrive, quand je sens que dans ma tête, ça commence à partir dans tous les coins et dire, bon, là, je sais de mieux en mieux prendre un pas de recul, me dire, bon, tu n'arrives plus à réfléchir, aujourd'hui, tu n'as pas de motivation. Alors, pourquoi tu n'as pas de motivation? Et la motivation, bon, tu le connais aussi bien que moi, c'est avant tout lié à la dopamine. Et les circuits dopaminergiques, notamment gérés par le striatum dans le cerveau, ils ont besoin de faire des resets de temps en temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas surfer sur la vague de la dopamine à toujours poursuivre la récompense. En fait, c'est ça, hein, la dopamine, ce qu'elle fait, c'est qu'on poursuit une récompense. Ce n'est pas vraiment le fait d'obtenir une récompense, c'est le fait de toujours en vouloir plus. Ça, on ne peut pas surfer dessus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas possible. Il faut connaître des montagnes, il faut connaître des creux, etc. Normalement, le sommeil permet d'avoir ce creux. Force est de constater que comme on a une société qui est quand même hyper stressante, toujours anxiogène, etc., les creux, on les connaît de moins en moins. Et donc, le repos du striatum, le repos des voies dopaminergiques se passe de moins en moins. Donc, il faut se l'imposer. Alors, quand moi, je vois que j'ai zéro motivation, un jour, je me réveille,
On leur dit, ça va, le boulot, j'avance pas, je me mets devant le clavier, il n'y a rien qui sort. J'ai pas envie de répondre aux mails, j'ai pas envie de faire ceci, cela, etc. Pas de motivation pour le travail. Je me dis, là, c'est le moment. Soit tu as sommeil, tu fais une sieste, parce que le sommeil, c'est royal pour faire un reset du striatum. Soit tu peux piocher dans tes pratiques personnelles, de revenir vers le corps, en fait, parce que le pendant un peu inverse, la dopamine, en fait, elle pousse à l'extéroception, c'est-à-dire elle vous pousse à l'action en dehors de votre enveloppe charnelle, c'est-à-dire partir, marcher, courir, se projeter derrière un écran, etc. Tout ce qui est en dehors de moi, faire un projet, etc., dans le futur, etc. Ça, c'est dopaminergique. L'interoception, par contre, euh, quand j'écoute les battements de mon cœur, quand j'écoute ma respiration, quand je m'écoute moi, mon regard et mon attention sont dirigés vers l'intérieur, ça, c'est plus la sérotonine, un autre neuromodulateur. Et ça, ben, on peut très bien le cultiver. C'est-à-dire, toi qui es allé voir le grand Paul Chek, tu le sais aussi bien que moi, c'est-à-dire prendre du temps à juste se poser assis et se focaliser sur sa respiration et faire une méditation. Juste sur ça. Alors, c'est pas donné à tout le monde. Le truc, c'est qu'il y a un peu des barrières à l'entrée, là. Les personnes qui vivent dans la dopamine, qui s'envoient 20 cafés le matin, etc., qui sont dans l'extéroception continuellement, si tu leur dis, vas-y, médite pendant 5 minutes, ils vont te dire, non, mais tu rigoles quoi, ton truc, ça marche pas avec moi, je m'assois, et les personnes, elles trépignent, c'est impossible. Ou, tu sais, c'est des genres de managers ou de chefs d'entreprise qui, et je pense que les entrepreneurs qui écoutent ton podcast vont se reconnaître, qui... voilà, ils sont dans le boulot toute l'année, se prennent une semaine de vacances, 2 semaines de vacances, et ils arrivent dans un super coin de nature, ils n'arrivent pas à se reposer. Ils restent perchés là-haut dans leur taux d'adrénaline et de surexcitation. Et donc, ils vont faire du VTT, ils vont faire du parachute, ils vont vouloir faire plein de trucs à la fois, etc. Ils vont revenir des vacances et ils vont te dire, ouais, c'était bien les vacances, mais il m'a vraiment fallu une semaine pour me poser. C'est-à-dire, il m'a fallu une semaine pour poser le truc. Parce qu'ils sont dans l'extéroception continuellement et ils sont toujours en train de chercher un stimulus externe à eux. Ils peuvent pas regarder à l'intérieur d'eux. Donc ça, c'est une petite barrière à l'entrée pour la méditation. Donc on peut, par un truchement, alors il y a les techniques de respiration, c'est super, parce qu'on va mettre des cadences, c'est-à-dire faites de la cohérence cardiaque, vous comptez dans votre tête 5 temps sur l'inspire, 5 temps sur l'expire, ce genre de choses. Très facile à mettre en place pour tout le monde. Ça calme tout de suite le système nerveux. Mais il y a un truc que j'adore, depuis plusieurs années, moi je suis devenu un grand fan, c'est ce qui s'appelle le NSDR. C'est un acronyme qui veut dire Non-Sleep Deep Rest, c'est-à-dire le repos profond sans le sommeil, sans dormir. Et en fait, c'est une forme de body scan, donc de scan du corps, où tu as une voix qui te parle, c'est guidé, et qui te dit le pouce de la main gauche, index de la main gauche, majeur de la main gauche. Et en fait, il énumère toutes les parties de ton corps que tu dois répéter dans ta tête et visualiser. Donc, tu es complètement guidé. Il n'y a pas de place à des pensées parasites. S'il y en a, hop, tu reviens sur la voix de la personne qui te guide. Et tu visualises tes propres parties du corps, en fait. Et ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est interoception, visualisation vers l'intérieur. Et là, le striatum qui fait la dopamine et la motivation, il se met au repos, il fait son reset. Ça, j'adore. Donc, c'est soit sieste, quand tout s'emballe et que je sens que j'ai un petit peu de sommeil. Et si j'ai pas sommeil, NSDR, si je me sens, et que j'ai le temps et que j'ai la possibilité, évidemment, balade en forêt, balade en nature, ça, c'est royal. Écoute, Pierre, c'est une vraie pépite là, que tu viens de donner lors de cette interview parce que on voit de plus en plus d'adolescents ou de jeunes adultes qui sont dopés à la dopamine et qui n'arrivent plus à se poser, qui sont perdus parce que ça fait 2 ans qu'on leur enlève leur fête, leur sortie et qui sont perdus. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir partager avec les entrepreneurs. Mais je pense aussi à cette jeune génération. 14-16 ans, les 2 dernières années, on leur a enlevé beaucoup de choses. Et malheureusement, l'écran est resté là pour justement les évader. Mais ça a un point vraiment négatif. Écoute, un tout grand merci, Pierre. Et donc, pour terminer ce podcast, parce que c'est une de tes spécialités, pardon, c'est grâce à toi que j'ai mis des mots sur certains ressentis et j'ai mieux compris ce phénomène d'hormèse. Est-ce que tu peux en quelques mots définir l'hormèse et dire pourquoi la découverte, l'intérêt de l'hormèse chez un entrepreneur? Tu en as déjà parlé il y a un instant, donc c'est un petit lien beaucoup plus global. Pourquoi découvrir l'hormèse pour un entrepreneur pour être un outil
de renforcement personnel, mais également dans son expérience entrepreneuriale. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, ce mot hormèse, on le connaît tous plus ou moins, mais c'est vrai que le fait de mettre un mot dessus, bah, c'est quand même plus simple pour comprendre un concept. En fait, il a été énoncé la première fois par Hugo Schultz, qui était un toxicologue qui s'amusait à mettre des toxines sur des champignons, des levures. Et il s'était rendu compte que mettre un tout petit peu de toxines faisait proliférer les levures, ça augmentait la population de champignons. Mais s'il mettait trop de toxines, eh ben, ça tuait les levures. Donc, une petite dose d'un poison stimuler un organisme vivant. Et en fait, ça, c'est la même chose pour nous. Alors, les pratiquants de musculation connaissent très bien ça. Ça s'appelle la surcompensation musculaire. C'est tout simple, hein. Vous allez à la salle, vous soulevez de la fonte, vous déchirez, et puis vous dormez bien, vous mangez bien, puis le lendemain ou le surlendemain, vous avez plus de muscles qu'au départ, que la veille. En fait, vous avez créé de la masse musculaire. Il y a eu une surcompensation suite à un stress. Et l'hormèse, en fait, c'est ça de manière beaucoup plus globale, hein. Au niveau cellulaire, on a certains gènes qui vont s'exprimer quand... Alors, généralement, le dénominateur commun, c'est quand même la sécrétion de catécholamines, donc les hormones adrénaline et noradrénaline, qui sont les hormones vraiment qui sont sécrétées dans un stress ou dans le besoin d'utiliser de l'énergie dans le corps. On connaît bien l'adrénaline. En fait, c'est une activité intense. Une activité intense qui est comprise pour le corps comme une forme de stress. Si elle est ponctuelle et adaptée à l'organisme et qui peut s'en relever, eh bien, il va se renforcer, c'est-à-dire que le point d'arrivée va dépasser le point de départ. Et ça, c'est vrai au niveau de votre système immunitaire, c'est-à-dire les globules blancs qui combattent les virus et les bactéries, etc. Mais aussi bien aussi au niveau de votre système hormonal, qui va gérer voilà, toute la communication dans votre corps, que votre système nerveux, que votre système musculaire, que votre système osseux. Donc, tous les plans de votre corps peuvent se renforcer, en fait, à ce niveau-là. Ça, ce qui est génial, c'est qu'on peut le cultiver donc, de manière une approche très physique, mais ce que j'adore, c'est qu'il y aura toujours une approche mentale derrière ça. Et pour les entrepreneurs, c'est absolument clé d'avoir cette faculté mentale de pouvoir se relever quand il y a une épreuve, euh, de faire face à un stress, à un danger pour son entreprise, avec quand même une clarté d'esprit et une capacité à surmonter cette épreuve. Euh, Parce que, voilà, une fois que vous avez fait un bain froid, une douche froide le matin, vous savez, enfin, vous commencez la journée avec une victoire. Je peux vous dire que toute la journée, ça diffuse en vous. Toute la journée, après, les clients, vous les voyez arriver, vous avez un problème, un mail, un conflit d'intérêt ou quoi que ce soit, mais tout semble beaucoup plus anodin et vous arrivez beaucoup plus à prendre de la distance parce que vous êtes en paix avec vous-même et vous vous sentez surtout fort. Ça permet d'avoir justement cet amour-propre qu'on a tendance, je pense, hein, à perdre de nos jours. Se dire, je suis capable de faire des trucs quand même en dingue. Bon, j'ai confiance en moi. Et en fait, ce surplus de confiance en soi, il va vraiment nous permettre de... Il y a un très haut taux de transférabilité, en fait, grâce à l'hormèse. C'est-à-dire que ça va nourrir tous les pans de notre vie, notamment notre activité professionnelle. Moi, je le vois très bien dans tout ce que j'entreprends. C'est rigolo parce que je ne t'avais pas donné cette information-là, et pourtant, moi, c'est clé. Mais tu as cité Idriss Aberkan tout à l'heure, avec qui voilà, c'est un ami avec qui je collabore beaucoup, mais je suis aussi très en lien avec Gunther Pauli. Gunther Pauli, c'est le mentor d'Idriss, qui est le monsieur économie bleue, donc c'est le monsieur qui défend l'environnement aux quatre coins du monde. Et là aussi, j'ai investi dans des entreprises qui m'a présenté. Je suis très investi là-dedans et je ne pourrais pas le faire, je n'aurais pas le même regard et je n'aurais pas le même engagement vis-à-vis de l'entrepreneuriat si je n'avais pas un minimum confiance en moi, si je n'avais pas une ligne de conduite. Et je pense que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre soin de soi au niveau de la santé, il y a un très haut taux de transférabilité pour toutes nos activités, finalement. Tout à fait, et tu as bien commencé l'exemple pour que chacun puisse le comprendre avec l'entraînement physique, hein, la surcompensation. Mais le point clé pour moi, c'est l'entraînement, parce que certaines personnes vont dire, oh, moi, je ne pourrais pas faire ça. Mais on ne commence pas du jour au lendemain à se plonger dans un bain à 3 degrés pendant une demi-heure. Enfin, je veux dire, c'est un exemple absurde parce que ça ne se fait pas, mais ça se prépare mentalement comme physiquement par des petits pas. Et au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ben, on se rend compte que, comme tu l'as dit, on devient antifragile physiquement, mais également mentalement, et on arrive à s'adapter, je dirais, à l'environnement, à l'économie qui change
et à n'importe quel événement, qu'il soit émotionnel, physique, on peut justement bien sûr. être beaucoup plus résilient. J'imagine que tu as déjà écouté Boris Cyrulnik. Ouais, Euh, sur la résilience. voilà, récemment, mais voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent nous permettre, même si on n'est pas dans le domaine, de grandir. En tout cas, Pierre, oui, tu allais rajouter? Ouais, j'allais dire quelque chose pour rebondir par rapport à ce que tu disais. Un point clé à comprendre, c'est qu'on ne devient pas antifragile. Mhm. On l'est à la base. On C'est est là. inscrit en nous. On l'est déjà. En fait, l'antifragilité, c'est pas une capacité à développer. C'est pas quelque chose qui va être acquis durant notre vie. C'est quelque chose d'inné. C'est juste une faculté à utiliser. Et vous le savez tous, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai commencé avec un cabinet naturopathie à recevoir monsieur et madame tout le monde. Et quand on est thérapeute, on a des gens qui arrivent, et parce qu'on est thérapeute, ils nous font confiance, ils se Mhm. sentent dans un lieu de confiance, et donc ils nous livrent leur vie. Vraiment, comme ça, ils te racontent tout. Et là, j'ai eu des histoires de vie où la petite mémé, elle m'a raconté qu'elle avait traversé 3 guerres, elle avait eu 2 cancers. Enfin, on a tous traversé 3 fois l'enfer. Je Mhm. vous ai raconté que j'ai perdu des proches, etc. Mais vous aussi, je suis sûr, toi aussi, je suis sûr que tu as eu des épreuves terribles dans ta vie, mais on est toujours là. Mhm. C'est-à-dire qu'on met toujours le doigt sur les événements terribles, les épreuves qu'on a vécues comme des événements négatifs, au lieu de considérer le fait qu'il y a toujours une croissance post-traumatique. Ouais. Il y a toujours une croissance après un événement, même s'il est dramatique. Et on en grandit. Donc l'antifragilité, on l'a déjà en nous. Il faut juste la mettre en lumière, se dire, mais ouais, en fait, je l'ai déjà, cette capacité en moi de traverser les épreuves. Donc, si je suis débutant en exercice physique, il suffit juste que je me mette à mon niveau et que je me challenge un petit peu, et puis après, la machine va prendre. Idem pour les respirations, j'adore les pratiquer la respiration, mais si je ne l'ai jamais fait, que je suis débutant, eh ben, je vais pratiquer un peu l'apnée, et puis je vais prendre goût, etc. Euh, Idem, comme tu as dit tout à l'heure pour les bains froids, je vais commencer par les douches froides sur les jambes, je vais voir à quel point ça me fait du bien, ça me stimule et ça réveille mon organisme pour progresser de fil en aiguille. Et dans un mois, je prendrai une douche froide corps entier. Et c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Donc, c'est toujours les petits pas. Et même les pratiquants de musculation, tu prends Schwarzenegger, n'importe qui, eux aussi sont dans les petits pas. C'est-à-dire que dans leur, quand ils vont faire des squats ou des bench press développés couchés, ils vont jamais faire un gap. Ils vont toujours passer de 105 kg à 106 kg, puis à 107. Tout le monde fait des petits pas tout le temps. Ouais, L'important, c'est où est ton point de départ. Et une fois que tu as trouvé ton point de départ, c'est parti. c'est parti. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci, Pierre, pour cet échange que je trouvais Merci à toi. vraiment très enrichissant. Pourtant, je suis déjà ce que tu fais et pas mal de tes vidéos. Je n'ai pas encore terminé toute ta bibliothèque, mais j'y travaille. Maintenant, si en t'écoutant, certains, ben, fatalement, ont accroché avec ton discours, où peut-on te retrouver? Il y a effectivement Vérisme TV sur YouTube, mais quels sont les autres endroits? Alors, Verisme TV, vous le retrouverez aussi sur Instagram, Ouais, sur Facebook, sur Twitter un petit peu aussi. J'aime bien tweeter certaines choses de temps en temps. Et puis, mon site internet, c'est ormes.com, où vous aurez toutes mes formations en ligne, les actualités de l'école, etc. c'est Voilà. ça. Je vais mettre tous ces détails dans le descriptif de la vidéo, bien évidemment, mais comme ça, on pouvait l'entendre aussi pour ceux qui sont auditifs. Et donc, tu parlais de ton école, elle s'ouvre en 2022. Tu m'as dit Oui. avant de débuter l'interview, il y a encore des places, mais ça se fait sur, je dirais, dossier. Et donc, tu peux expliquer rapidement pour ceux qui se disent, mais c'est ça que je veux faire, parce que voilà, peut-être le cas. Alors, pour les personnes qui veulent se former à la naturopathie et à l'hormèse, donc c'est-à-dire que je vais évidemment prendre le pilier central qui est la naturopathie, parce que j'adore, c'est une très belle philosophie de voie de prévention, où on va faire la nutrition saine, l'hygiène de vie, voilà, tout ce qui touche à la naturopathie. Je vais y rajouter le côté hormèse, donc renforcement, exercice physique, technique de respiration, chaud, froid, etc. Donc il y a cette voie qui est très en vogue en ce moment du biohacking. Donc c'est Ouais. un petit peu ça. L'hormèse, c'est à la base de ça, de ce renforcement personnel. Donc c'est ouvert à toutes et à tous. Il n'y a pas d'âge ni voilà, de niveau athlétique à avoir, pas du tout. C'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. J'ai vraiment des candidats qui sont des profils complètement dingues. Un Wow. homme politique, Wow. vraiment un jeune élu qui veut changer sa région en y implantant voilà, des valeurs de bonne santé, d'hygiène de vie, etc., pour changer le monde politique. Voilà.
Amen, c'est génial. Tout à fait. Voilà, donc j'ai vraiment des profils de toutes sortes. Voilà. Et oui, il faut candidater. Donc vous allez sur ormes.com et vous verrez le lien pour candidater. Et après, on passe un entretien. Et voilà. Et voilà. Et donc, c'est un cursus qui se fait sur 2 ans. Sur 18 mois. 18 mois. Et tu as d'autres intervenants. Moi, j'ai vu tu as Ouais. été avec Georges Mouton il n'y a pas longtemps, et c'est un Ouais. médecin que je connais assez bien ici quand j'étais en Belgique. Et Mhm. donc, tu as d'autres intervenants qui vont venir enrichir ce cursus. Non pas que tu n'as pas suffisamment à partager, mais c'est vrai qu'avoir une équipe autour de soi, c'est toujours enrichissant pour Ouais. soi-même. Hein. Tu es le premier à le dire. Il faut toujours continuer. Ben, tu l'as dit, hein, le matin, tu continues à lire malgré ce que tu partages avec ta communauté. Donc, tu es entouré par une équipe et ça démarre septembre 2022. Septembre 2022, ouais. Et les inscriptions, Dans un an. jusque quand? Tu vas clôturer les inscriptions quand? Là, il y a déjà 129 inscrits. C'est problématique parce qu'il va falloir qu'on fasse plusieurs classes, mais c'est pas un problème. Il y a aussi des personnes qui sont dans les dom-tom et qui Ouais, pourront pas venir au stage. Donc, je proposerai une formation qui sera 100% en ligne, 100% autonome. d'accord. Voilà. Sinon, la formation de base, hein, celle que je propose actuellement pour, euh, pour rejoindre l'école, c'est une forme hybride. Donc, c'est à la fois des cours en ligne C'est et ça. à la fois des stages sur place dans le sud de la France. Donc voilà, on va contenter tout le monde, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, les candidatures sont ouvertes. Et oui, comme tu dis, il y a une équipe de folie qui est en train de se mettre en place avec des préparateurs physiques qui sont dans mon réseau, qui ont des champions olympiques, avec Fabrice Villiers, qui est dans l'équipe nationale de bodybuilding, et qui est naturopathe bodybuilder. Georges Mouton qui voudra bien nous faire une visioconférence aussi. Enfin, voilà, des cadors. Donc, ça va faire une école magnifique. J'essaie de créer mon Paul Check Institute dans le sud de la France. Donc, voilà. Génial. En tout cas, on te souhaite un maximum de succès pour ce Merci, beau David. projet, parce que je sais que pour le préparer, pour le lancer, ça doit demander pas mal d'énergie, mais à tout niveau, hein, pas Oui, uniquement c'est ça. C'est clair. la mentale, mais il y a l'émotionnel qui doit être vraiment impliqué. Donc, je te souhaite vraiment beaucoup de succès, Pierre. J'espère qu'on pourra effectivement un jour se croiser et Bien sûr. déguster un thé matcha, puisque le café n'est plus sur ton menu. Un tout grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette extraordinaire interview. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, mettez vos commentaires, contactez Pierre et à très bientôt. Salut, salut. Salut, David.